Et du coup, il me dit, tu sais que tu vas pleurer un jour, je vais te faire pleurer un jour. Oh. Comme ça. J'ai pas fait 500 mètres et je me suis mis à pleurer. De rage. De rage. J'avais le principal adjoint, je me rappelle, je ne vais jamais oublier, un jour, il m'a dit Pakiri, on y marre, il m'a donné une feuille, il m'a dit signer ça, c'est une lettre de démission. Je dis mais ça fait longtemps que tu veux faire ça. Je prends la feuille, il me dit mais non, mais arrête. Il tire la feuille dans ma main, il me dit mais non, mais qu'est-ce qu'on fait, machin, c'est beaucoup l'école, putain. Je dis mais j'en ai marre, moi, de venir ici. Je ne veux plus venir, ça ne m'intéresse pas. Si tu n'es pas bien, Cédric, tu ne vas pas bien cuisiner. Ou tu vas le faire, mais il va te manquer un truc. Salut à tous. Il y a certaines personnes en Guadeloupe qui ont des mains de fée. Oui, il y a des personnes qui, dès qu'elles touchent quelque chose, ça devient de l'or. Lui, le personnage que nous allons rencontrer ce soir, son dada, c'est le goût, les saveurs. Ce sont les belles choses que vous mangez, les bonnes choses qui prennent un goût particulier lorsqu'elles passent par ses mains. Il s'appelle Dave Pakiri. Il est chef traiteur, chef cuisinier et chef de sa propre destinée. Bonsoir Dave. Bonsoir Cédric. N'oubliez pas, avant de parler avec Dave, un petit abonnement, un like. Donnez-nous un commentaire, puisqu'effectivement, c'est vous qui nous aidez à continuer cette belle aventure pour que les beaux parcours, les parcours inspirants de notre archipel puissent rayonner. Il y a de très belles personnes et chaque semaine, nous le vérifions tous ensemble avec grand plaisir. Dave, avant de commencer ce cette belle rencontre, je rappelle, j'ai créé un oracle dont les illustrations ont été faites par Morgan Sanchez, donc j'ai pensé à des cartes, ouais, un peu fou, ça peut arriver. Donc, ça s'appelle Equilibrium. Et donc, on a un rituel dans ces belles rencontres. L'invité choisit une carte, il y en a 41, au hasard. Hein. Au hasard, il choisit une carte, il la pose juste à côté de lui, et à la fin de l'émission, il tourne et on regarde ce qu'il a choisi. Tu peux battre, tu choisis ce que tu veux, comme tu veux. Moi, voilà, il y en a 41 différentes. Tu choisis et juste tu te fais plaisir. C'est bon, c'est ta carte? C'est bon. Tu l'as choisi? Oui, c'est bon, vas-y. Très bien. Bon. Donc je disais, Dave Pakiri, monsieur qui fait frétiller nos papilles, j'ai envie de dire. Comment ça commence cette histoire de traiteur? Qu'est-ce qui amène un jeune Guadeloupéen dans cette voie-là? Alors, en fait, j'ai toujours aimé manger, Cédric. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé la bonne cuisine. Et en fait, je viens d'une famille où voilà, on cuisine beaucoup. Donc, tout naturellement, alors j'ai toujours aimé manger. Donc, du coup, voilà, parce que ma mère faisait énormément à manger, ma grand-mère aussi. Donc j'ai toujours eu ce goût, mais mon père qui aussi fait à manger. Du coup, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé le fait de faire un bon repas, de préparer un bon repas, de prendre le temps de faire les choses, d'aller au marché, de choisir les fruits et légumes. Je sais pas, depuis petit, ça a toujours été là, quoi. Depuis tout petit, j'aime ça. Et donc tu as toujours su que c'est ça que tu voudrais faire? En fait, oui, parce que, alors, tu sais, quand tu es petit, tu te dis, tu vas faire pompier, machin. Mon frère a fait des études de management des unités commerciales, donc par rapport à ça, j'ai toujours aimé aussi tout ce qui était commercial. Ma mère était commerciale, donc j'aime aussi ce côté commercial, ce côté tchatch, etc. Mais j'ai toujours, dès que j'ai été au collège, le 5e, je me suis dit, je vais aller au lycée hôtelier, je veux faire la restauration. Et du coup, en fait, ça n'a pas loupé. En 3e, j'ai fait mon stage d'insertion dans un hôtel. Et après, je me suis jamais dit, je vais faire autre chose. J'ai toujours, pour moi, je devais faire ça, j'aimais ça et c'était normal pour moi de faire ça. Et ça fait combien d'années que tu es officiellement traiteur? On dit quoi déjà? Chef Dave, qu'est-ce qu'on dit? Alors moi, juste Dave, c'est bien. Après, voilà, oui, moi je suis pas, voilà, mais en fait, je suis chef privé à domicile. Ok. À la base, donc j'étais au restaurant L'Orchidea, donc j'ai commencé en tant que stagiaire là-bas.
jusqu'à finir chef exécutif du chef Arnaud Bloquel. Et suite à, après le Covid, etc., malheureusement, le restaurant a dû fermer. Du coup, j'avais pas mal de clients donc, je devais reprendre le restaurant pour la petite anecdote, mais je pense avec le recul aujourd'hui, parce que je me suis toujours dit pourquoi j'ai pas repris, etc., mais c'était la peur. La peur parce que j'avais 22 ans à l'époque. Okay. Reprendre un restaurant gastronomique, même si j'avais de très bonnes bases, j'étais très, le gérant, le patron et le chef, du coup, me cachaient rien du tout. Je connaissais les chiffres, je savais où il y avait eu des problèmes, quelles étaient les choses peut-être à modifier pour qu'on puisse s'en sortir. Mais ma famille, ma soeur, qui me disait, bon, il n'y a pas de problème, financièrement, on va t'aider. On va t'aider si tu veux récupérer le resto. Même mon chef me disait, mais Dave, si tu veux récupérer le resto, parce que c'était une liquidation judiciaire, mais on peut voir avec le liquidateur, mettre les choses en place. J'ai essayé au début, j'ai fait les premières démarches, mais ça n'a pas abouti. Mais avec le recul, je sais que c'est la peur, peur de me dire… Tu aurais fait autrement si c'était à refaire? Si c'était à refaire, ouais, franchement, je serais allé au bout. Carrément. Je serais allé au bout, ouais. Même si je ne sais pas ce que ça aurait donné aujourd'hui, hein, mais ouais, je serais allé au bout et j'aurais repris l'établissement. Et comme dit, peut-être qu'à l'heure actuelle, ça n'aurait plus existé. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais fait encore la cuisine. Peut-être que ça aurait été le restaurant qui cartonne en ce moment aussi. Ou ça aurait pu être, je sais pas. Mais ouais, j'aurais dû, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que, en fait, à mon âge, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à apprendre. Ça veut dire que tu perds 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est rien. Et comment ça se passait? Parce qu'on en voit chef, on se dit, ah, c'est bon ce qu'il fait. Mais derrière, il y a une rigueur quand même, voilà, parfois impitoyable. Comment c'était alors qu'IDEA? C'était quoi l'apprentissage au début quand tu arrives? Alors au début, c'était très dur. C'était très dur parce qu'en fait, moi, alors qu'IDEA, j'étais stagiaire. Donc du coup, en fait, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. Et au milieu d'année, tu as un stage de 4 mois et tu dois partir à l'étranger. Tu dois partir en France métropolitaine. Et en fait, moi, je fais le choix volontairement. Donc toute ma classe part. Moi aussi, j'ai déjà des lieux de stage potentiels sur Paris et tout. Mais j'ai pas encore le permis à cette époque. Je viens d'avoir 18 ans. Je suis un débrouillard. Moi, je bosse tous les week-ends. Et puis, aimer bouger, quoi. Donc, du coup, j'entends parler de l'Orchidea parce que j'avais mon meilleur ami, qui est décédé maintenant, qui était là-bas, qui lui avait fait son stage là-bas. Okay. Il était serveur là-bas et il me parle de l'Orchidea. Il me dit, Timal, on fait des trucs de malade, le chef qui est là, c'est la première fois que je vois ça en Guadeloupe et tout. Donc, je lui dis, ok, machin. Donc, je me dis, ouais, pourquoi pas rester là? Et en fait, on fait un gala au lycée hôtelier où il y a des chefs qui viennent nous aider parce qu'on a un grand dîner avec plusieurs personnes. Et moi, je n'étais pas le gars scolaire, donc j'allais pas trop en cours, j'allais qu'en cuisine. Moi. Les cours, ça me fatiguait, les profs en avaient marre de moi parce que j'étais turbulent, mais en plus, c'est-à-dire que j'allais pas, quoi. Je n'allais pas dans ton cours pour rien faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis arrivé au stage, je me dis, je vais pas. Ouais. Ma mère se fâchait un peu, mais je dis, mais c'est simple, je ne vais pas aller pour qu'on puisse te dire, ouais, regarde, j'apprends pas, ça ne m'intéresse pas, je fais les cours, j'y vais. En plus, il y a un contrôle, le pire, c'est que j'aurais la moyenne, parce que j'ai eu tous mes diplômes. Donc, j'apprenais ce que je devais apprendre, mais ça ne m'intéressait pas, je ne sentais pas la motivation pour aller, à part en cuisine. Donc, du coup, le jour du gala, il y a Arnaud Bloquel qui vient, il y a Jimmy Bibouac aussi à l'époque, et c'était les 2 chefs en Guadeloupe qui montaient vraiment ce qui était gastronomie. Et en fait, je leur dis tous les deux que voilà, j'ai mon stage et que je veux aller, j'aurais bien aimé, au lieu de partir de Guadeloupe, faire mon stage ici, machin. Et tous les deux, ils me disent, moi, il n'y a pas de problème, je peux te prendre, que ce soit Jimmy ou Arnaud. Donc oui, ils me disent ça, donc on finit le gala, machin, c'est tout.
Il parle un peu avec ma prof leur explique quel type de personnage je suis. Ouais, il n'est pas très assidu. Voilà, c'est ça. C'est une prof qui m'adorait, Madame Sénéjean. Parce qu'elle me forçait, en fait, elle me disait, Dave, si tu vas pas, parce que j'arrivais carrément, j'avais cours peut-être de 7h à 8h, de 7h à 9h, j'avais un cours théorie de sciences appliquées ou histoire géo, peu importe. Et moi, j'arrivais à 9h directement avec ma veste et ma mallette, quoi. Le cours de 8h, j'allais pas et tout. Et du coup, elle m'obligeait, elle me disait, si j'allais pas au cours d'avant, surtout le jour où je l'avais comme prof, elle m'acceptait pas en cuisine. Je disais, mais madame, c'est pas juste que vous faites. Si. Si tu vas pas au cours d'avant, je t'acceptais pas en cuisine. Donc du coup, voilà. Et en fait, je les appelle tous les deux quelques semaines après. Ils me disent, oui, non, mais il n'y a pas de problème, Dave et tout. Et là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je vais chez Bibouac ou chez Bloquel? Chez Bibouac ou chez Bloquel. Sachant que bon, l'Orchidea, c'était à côté de... C'était pas loin de chez moi, c'était à Saint-François. Jimmy, c'était à Bouillante. C'est deux chefs que j'appréciais. Donc, je choisis d'aller à l'Orchidea et sachant que, bon, à l'époque, il y avait quand même il avait une grosse notoriété en Guadeloupe, il était très connu et je savais qu'il y avait la rigueur. Derrière, le mec était... Voilà. Carré. Et du coup, j'arrive chez lui, je t'avoue que c'était dur. Les premiers temps, maman, c'était très compliqué parce que, tu sais, il a fait une école. Alors, c'est un Guadeloupéen parce que, enfin bon, il est pas né ici, mais il est venu ici à l'âge d'1 an. Ses parents étaient ici et tout. Donc, il a vraiment grandi en Guadeloupe, donc il parle créole et tout. Mais, tu sais, quand tu arrives dans son resto, à part mon meilleur ami qui est en extra, je suis entouré que de personnes de l'extérieur. Et tu sais, lui, il a une rigueur qui fait qu'en gros, on peut rigoler, là, on est à table, mais s'il y a un truc, machin, où il va te dire un truc, il va dire d'entrée, tu la fermes. Ok. Ouais, d'entrée, il va dire, mais oh, ta gueule. Comme ça. Qu'est-ce que tu racontes là, machin, c'est de la merde ce que tu racontes. Et moi, j'arrive, j'ai 18 ans, Cédric. À l'époque, j'ai 18 ans. J'ai grandi seul avec ma mère et tout, donc j'ai un peu ce côté où, pas rebelle, mais voilà, je me suis pas parler bon, pour ça, voilà, c'est ça, faut me parler correctement. Donc une fois je lui dis ça, machin, 2 fois, et un jour il me dit, ouais, mais t'es pas content, tu te casses. Et ce jour-là, je suis rentré, j'ai rien dit, non, je suis rentré dans ma voiture et tout, mais je bouillonne. Je bouillonne, je dis, mais game, c'est qu'après, je me suis capable de mais dans ma tête, je me dis, mais peu me savent quand on peut faire, tu vois, je vais loin dans mon truc. Et en fait, le lendemain, il me dit, donc on parle et tout, parce que malgré tout, c'était un mec qui restait, il t'apprenait les choses. Il t'apprenait vraiment les choses, il prenait le temps de t'apprendre les choses. Même s'il pouvait te parler mal à certains moments, mais il t'apprenait, et moi j'aimais ça, j'aimais ce côté... en plein service, il faut envoyer, quoi. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour ta vie, je m'en fous. En service, j'aime ça, l'adrénaline, le feu, le fait de sentir vraiment le stress d'avant-service, mais c'est un bon stress, moi j'aime ça. Et du coup, il me dit, tu sais que tu vas pleurer un jour, je vais te faire pleurer un jour. Oh! Comme ça. Carrément, ouais. Un jour, on est dans son bureau et tout, on parle après le service, on fait la liste pour le lendemain. Et j'étais à quoi, 1-2 semaines de stage, hein, je venais de commencer. Hein. Je lui ai dit non, jamais. Il me dit si. Il me dit, je vais te faire pleurer un jour. Je lui ai dit, écoutez-moi bien, chef, parce que je le vous voyais jusqu'à maintenant. Je le vous vois, c'est mon pote. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé les meilleures soirées de ma vie. On a fait les 400 coups ensemble. Et je le vous vois, on est en pleine soirée. On est en train de faire des dingueries et je le vous vois quand même. Et je lui dis, non, chef, si vous me faites pleurer. Il me dit, en plus, je vais te faire pleurer devant moi et tout. Je lui dis, écoutez, chef, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous me faites pleurer, c'est sûr que je ne reviendrai plus jamais ici. Il me dit, je sais, tu peux dire ce que tu veux, je vais te faire pleurer. Et ça continue, machin, il envoie. Le mec, en fait, moi, j'étais au poste, en cuisine, donc à l'époque, j'étais avec le chef de partie du froid. Donc, je l'aide pendant tout le service, mais il finit avant la seconde, qui était elle au chaud. Donc, quand j'ai fini de l'aider, je nettoie son poste au gars. Et autant de stagiaires, ils partaient ou ils allaient prendre une pause, etc. Moi, je passais directement avec l'autre fille, parce que j'aimais ça. Et ils avaient envie, quoi, ils bossaient. Quand j'ai fini avec elle, elle me disait que je peux y aller, elle va nettoyer son poste. Je passais avec le chef en pâtisserie. Ah ouais, donc tu enchaînes. Donc je faisais les trois, parce que j'aimais ça. J'aimais le fait de voir ce qu'il fait, il faisait des belles choses et tout.
Et c'est un très beau pâtissier. Et un jour, du coup, donc je nettoie mon poste au froid. Je nettoie toute ma partie et tout. Je vais au chaud aider la fille qui fait la sous-chef. Et il reste 2-3 plats envoyés. Donc elle me dit, écoute, je finis les plats, je range mon poste et tout, et je vais t'appeler que pour faire le sol. Je dis, ok. Bon, au lieu d'aller me reposer ou aller dehors, machin, fumer une clope, je vais aider le chef en pâtisserie. Donc je l'aide en pâtisserie, il me laisse en pâtisserie au final. J'envoie les derniers desserts. Ok, moi je suis chaud, je suis content, j'envoie les derniers desserts, machin, il m'apprend à faire des quenelles et tout. Et je nettoie la pâtisserie. Et en fait, lui, il part, il va au bureau, il restait une table de 2. Mais ils ont traîné. Donc du coup, moi, ce qui se passe, c'est que donc j'ai fini, je vais renettoyer la cuisine et tout, je racle. Et lui, il envoie les derniers desserts. Mais j'ai déjà nettoyé toute la pâtisserie, j'ai déjà même passé la serpillière et tout dans la pâtisserie. Donc il y a juste 2 assiettes à envoyer. Et il me demande, donc j'ai déjà tout fait en fait, j'ai déjà tout nettoyé pour lui. Il me dit d'aller chercher quelque chose en cuisine. Je vais ensuite d'aller en chambre froide. Je vais et je retourne en pâtisserie, mais j'ai déjà enlevé ma veste. Il me dit de récupérer quelque chose dans la chambre froide. Mais j'avais juste mon t-shirt. Je le fais. Mais je commence à être un peu... Enfin, il me dit, il me saoule quoi, dans ma tête. Hein. Et là, il me donne le pot à cuillère, il me dit, va me déposer ça à la plonge. Et là, je souffle. Ah là là. Ah, quand j'ai soufflé, le mec il m'a allumé. Ouais, pour que tu te prends, t'es pas content, tu te casses. T'es pas, quoi, je te demande un truc et tout, machin. Il s'est mis à vriller. Ouais. Et là, je lui dis, ouais, mais chef, je vous ai aidé pendant tout le service, j'ai fait le truc, je fais des choses bien, pourquoi vous parlez comme ça? J'en ai rien à foutre, je t'ai dit, t'es pas content, tu te casses, machin, tout. Je te demande un truc, tu le fais avec le sourire et tout. Et lui, en fait, il demande un truc, c'est oui, chef, et tu souris, tu le fais. Tu le fais. Et là, j'ai dit, ok, je venais d'avoir mon permis et tout, donc j'allais déjà bosser en voiture. Et là, Cédric, je me rappelle bien, il y a le parking des clients, enfin du personnel, machin, je rentre. J'ai pas fait 500 mètres et je me suis mis à pleurer. De rage. De rage. Et ce jour-là, honnêtement, j'ai pensé à tellement de choses. Parce qu'à l'époque, j'avais des amis un peu dans tout. Je connaissais un peu de monde et tout. Et je me suis dit, mais lui, je veux me le faire. C'est pas possible. Il ne veut pas me parler comme ça. Plus jamais il me parle comme ça. Et je vais voir un ami de l'époque, un mec qui était dans la rue et tout. Il me dit, man, il y a un côté qu'à travailler là. Mais c'est qu'à faire plein d'argent, man. Oh. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et c'est ce mec-là, c'est pas un gars qui avait peur. C'est pas un gars qui était sorti de prison et tout. Mais il me considérait énormément. Et je lui explique la situation. Je lui dis pas que j'ai pleuré, mais je lui explique la situation. Et je ne vais jamais oublier, il me dit, petit frère, il faut faire un choix. Hein. C'est soit c'est ça vraiment on veut faire, soit pas ça on veut faire. Pourquoi pas parler comme ça, ok, mais sans force ou vine pour l'un. Ouais. C'est tu sais, Missy m'a dit ça, je ne m'attendais pas à ce que ce gars-là me dise ça. Lui te dit ça. Je ne m'attendais pas, Une autre personne m'aurait dit ça, mon grand frère m'aurait dit ça, ma soeur m'aurait dit ça, mais pas lui. Lui, je m'attendais à ce qu'il me dise, mais c'est ma papa dit là, nous avons fait mission bitin. Et quand il m'a dit ça, c'est que ça a fait un déclic. Je me suis dit, tu m'as Dave. Ah ouais, monsieur a raison. Et bien, c'est que je suis arrivé le lendemain matin au service. Le gars m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, oui, tu es prêt à travailler, vraiment. Le lendemain? Le lendemain matin. Il m'a dit, donc tout ça, c'était des tests, en fait. Ouais, exactement. Il m'a dit, t'es un petit con, mais t'as envie. Et depuis ce jour-là, le mec est venu et était avec moi. Je le considère jusqu'à maintenant comme un grand frère. On peut s'embrouiller. Hein. D'ailleurs, s'il va sûrement, je vais lui envoyer la vidéo, parce qu'on peut s'embrouiller aller très haut. Ouais. Pas en tant que chef, attention, hein, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément en cuisine. J'ai jamais osé la voir ou lui dire quelque chose. Mais en tant que personne à part, si j'ai un truc à lui dire, je vais lui dire. Je vais lui dire. Il me connaît, j'ai un tempérament qui est fort. Mais c'est un mec à l'époque, j'étais en Guadeloupe, j'ai levé des singes, j'ai ouvert des coquilles Saint-Jacques, j'ai travaillé du turbo, du cabillaud, du homard. C'est des choses où, à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de restaurant en Guadeloupe qui faisait ça.
J'allais beaucoup au restaurant avec ma soeur, avec ma mère et tout, même avec mon père. Mais il n'y avait pas de restaurant. Ce qu'il faisait, les produits qu'il utilisait, c'était des trucs de malade, des langoustines de profondeur, des vraies langoustines, enfin des trucs où de la lotte, des filets, de la sole fraîche, on recevait des poissons sur glace de Rungis, des trucs de malade. J'ai levé des tons de 80-90 kilos. Et c'est des trucs, il y avait, à mon âge, il n'y a personne de ma classe quand je suis arrivé. On avait fait ça. Quand je suis arrivé même ceux qui en étaient deuxième partis. année, quand je suis arrivé en deuxième année, ma prof était bluffée. Mais bluffée, toute ma classe. Hein. Je demandais, ils avaient des trucs. Un jour, il y a un truc qui s'appelle un paco jet. C'est un truc qu'on avait à l'Orchidea. C'est une turbine à glace. En fait, tu fais ta préparation, tu la mets 24 heures au congèle et ensuite tu la mets dans un bol et ça turbine la glace, ça devient un sorbet ou une glace. J'ai appris à faire ça, tout ça avec lui. Et on en avait au lycée hôtelier, mais ils les avaient jamais utilisés. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient là. Et il me dit, lui, mon chef, il me dit, quand tu vas à un machin, tu vas leur demander un jour, tu vas faire une recette avec le paco, tu leur dis qu'ils en ont 4. Je demande à ma prof, elle me dit franchement que, oui, elle a déjà entendu parler de ça, mais elle n'a jamais vu ça. Et j'ai jamais vu quelqu'un utiliser. Donc je vais à l'époque voir le chef le mec qui s'occupe de tout ce qui est cuisine, etc. Dans son bureau, et je lui dis, oui, monsieur Géry, il me faut un paco jet. Comme c'est qu'a fait ça. Ouais. Je dis, si, il me faut un paco jet. Et là, je fais un TP et tout, je leur sors des trucs, je fais des glaces à des sorbets à la tomate, je fais des trucs. Ma prof, elle dit, mais à quel moment il a fait tout ça? Le stagiaire a été tout ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'entre-temps, moi, j'étais plus stagiaire à l'Orchidea. J'avais déjà pris la place du chef de partie qui était au froid. Parce que lui, il devait partir. J'ai dit au chef, mais je prends sa place. Prenez pas quelqu'un, je suis là. Il me dit, ouais, tu pourras et tout est sûr. Il dit, mais oui, chef. Donc, du coup, le gars qui est parti, le chef de partie, Thibaut, m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire, m'a montré, m'a encadré surtout. Et après, ça a continué comme ça. Donc, j'ai fait la rentrée d'école quand même. Mais en fait, moi, je travaillais tous les week-ends avec lui. Ouais. Tous les week-ends, je bossais. Tous les week-ends, j'étais à l'Orchidea. Et en fait, j'allais déjà plus en cours. Parce que depuis la première année de BTS, je n'allais pas souvent à l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que ma prof, elle avait déjà vu ce potentiel, mais voyant vraiment de quoi j'étais capable, elle l'a appelé, elle lui a dit non, mais par contre, là, on a un problème. C'est que Dave, il ne vient pas en cours. Il ne vient plus du tout. Il ne vient pas. Donc là, il faut lui parler parce qu'on a beau parler à sa mère et tout, parce que ma mère me parlait, mais je disais oui, mais maman, je vais faire quoi? Je suis majeur en plus. Vous savez quoi? Vous allez juste me forcer à quitter l'école. J'avais le principal adjoint, je me rappelle, je ne vais jamais oublier un jour. Il m'a dit, par qui il marre, il m'a donné une feuille, il m'a dit, signez ça, c'est une lettre de démission. Je dis, mais ça fait longtemps que tu devais faire ça. Je prends la feuille, il me dit, mais non, mais arrête. Il tire la feuille dans ma main, il me dit, mais non, mais quand on a fait, machin, c'est beaucoup l'école, putain. Je dis, mais j'en ai marre, moi, de venir ici. Je ne veux plus venir, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux plus vous voir. Et là, en fait, ils font un deal avec mon chef. Et je ne sais pas qu'est-ce que ma prof lui dit, mais en tout cas, il faut que j'aille en cours. Ouais. Le deal, c'est j'ai mon BTS. Le jour de mon BTS, il me donne un CDI. Le jour de la dernière. Il me dit quand j'ai mon BTS. À la base, c'est ce qu'il me dit. Quand j'ai mon BTS, il me donne un CDI. Ouais. Donc là, et c'était un mec de parole. Donc là, bon, je dis ok, bon, vas-y. Je ne vais pas tout le temps. J'ai beaucoup d'absence, mais je vais de temps en temps. Au lieu de parler du tout, je vais à l'école à 11h. Après, bon, je vais manger, je refais, je viens l'après-midi. Donc, je vais dans quelques cours quand même des profs que j'apprécie et que voilà. Mais, je fais en sorte d'avoir la moyenne, toujours. Ouais. Donc, donc, dernière épreuve, le 26 juin 2018, je n'ai jamais oublié ça. Donc, c'était un vendredi en plus. Je dis, oh chef, j'ai fini, tout à l'heure, je monte au resto. Il dit, mais justement, monte au resto, j'ai besoin de te voir. Et là, c'est dès que j'arrive dans son bureau et le gars me donne un CDI, contrat de travail. Homme de parole. Homme de parole. CDI, sans période d'essai. Et il me dit, voilà, je t'embauche et tout. Je sais pas si tu auras ton BTS ou pas, mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, tu es avec moi. Et quand il quitte la Guadeloupe, l'Orchidea, quand ça s'arrête, il part. Il ne te propose pas de venir avec lui? Si,
Alors, il part pas tout de suite. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un gros mal-être. En fait, il était gay. Ça, il a caché. Maintenant, il assume ouvertement. Mais il avait peur de la réaction des autres. Et même de nous. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, et c'est là où j'ai appris aussi, parce qu'à l'époque, tu sais, tu dis, ah, mais c'est ma commère, etc. Que ce mec-là, c'était un gars en or. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris du temps avant de pouvoir dire aux gens qui l'entouraient qu'il était comme ça. Et ça le freinait au niveau de sa cuisine. Quand même, au niveau de la cuisine. Oui, parce que... Pourquoi? Parce que, tu sais, la cuisine, c'est quelque chose, c'est de l'amour. Ça veut dire que si tu n'es pas bien, Cédric, tu ne vas pas bien cuisiner. Ou tu vas le faire, mais il va te manquer un truc. Ça se ressent au niveau du goût, ça? Oui. Attends, tu suis la recette de A à Z parce que tu n'es pas bien, tu vas sentir... Bien sûr, parce que les assaisonnements ne sont pas les mêmes. Tu es en train de faire 90%, quand 10% des fois où tu te coupes en cuisine, c'est parce que tu n'étais pas concentré, tu n'étais pas en train de penser à ce que tu es en train de faire. Parce que tu penses à autre chose. Parce que si tu es concentré dans ce que tu fais, tu es tellement focus cuisine que le reste autour de toi, ça part. Mais il suffit que tu aies un petit problème, etc., ça se ressent. Alors, c'est vrai que ça va te permettre aussi d'évacuer, mais ça se ressent sur ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire, parce que tu es mal. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je l'ai compris avec lui, c'est en observant, parce qu'après, tu prends de l'âge. Le mec, je t'ai dit, j'ai commencé avec lui, j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 28, ça fait 10 ans. Entre-temps, j'ai eu des enfants, entre-temps, j'ai passé beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est à l'heure actuelle que je me rends compte de plein de choses avec du recul. Donc, quand il part, au final, donc il reste un moment en Guadeloupe et tout, le temps de gérer ses affaires et tout. Il voyage, il part en France et tout, il va dans certaines maisons. Et un jour, il m'appelle, il me dit ouais, gros, j'ai une proposition pour un poste au Canada. Il me dit c'est un nouveau resto et tout, machin. Il me débauche, j'ai un bon salaire et tout. Et je dois monter une équipe. Il me dit tu fais quoi? Aïe, aïe, ouais. Je lui dis mais chef, moi, j'ai des enfants, moi, chef. Il le sait très bien, parce qu'à la base, il devait être le parrain de ma fille. Il me dit, ouais, mais alors, c'est quoi le problème? Je te trouve un truc, machin, Naïla, elle va aller à l'école, et voilà, pas de problème. C'est quoi le problème? On s'organise. Moi, on me donne un appartement et tout, donc je gère pour toi aussi. Et à cette époque-là, honnêtement, moi, je suis très maman et très mamie. Donc, ma grand-mère et ma mère, c'est des femmes qui ont beaucoup fait pour moi dans ma vie depuis tout petit. Du coup, ça pèse beaucoup sur la balance. Ma grand-mère, elle est âgée. Bon, elle est en pleine forme à cette époque-là, mais la laisser, voilà. Ma mère, je me dis, bon, même si j'ai mes frères et sœurs qui sont là, mais moi, je suis le dernier, je suis tout le temps avec ma mère. À l'époque, je vivais encore chez ma mère, alors que je pouvais prendre une maison, mais voilà, j'ai toujours été avec ma mère, donc voilà. Donc je lui dis non. Ok. Je lui dis non. Et tu regrettes aujourd'hui ou pas? Non. Du tout? Non. Je regrette pas parce que... Alors, je regrette de ne pas avoir récupéré l'orchidéa parce que c'était quelque chose que je me dis que j'aurais pu faire, etc. Mais je regrette pas de ne pas être parti au Canada parce que peut-être que je me serais épanoui, j'aurais fait des choses en cuisine. Mais dans ma vie personnelle, je pense que j'aurais eu des regrets. Mais là, tu vois, dans un mois, ça va faire 1 an que ma grand-mère est décédée. Si j'étais parti, que j'étais à l'étranger, bon, c'est suite à une grande maladie où je l'ai accompagnée pendant 1 an. Si j'étais parti, si j'avais pas été là pour ma grand-mère, je pense que je me serais en voulu toute ma vie. Mais ta grand-mère, c'était comment? Fusionnel avec ta grand-mère? Très. Ma grand-mère, c'était ma marraine aussi. Et en fait, ma grand-mère, c'était... Alors, mon père est parti, j'étais jeune, histoire de... à Grand Monde, voilà. Pareil, avec le temps, bon, maintenant je suis papa,
je veux pas dire que je lui en veux pas, mais voilà, je peux comprendre certaines choses en tant qu'homme. Donc, tu te dis, bon, tu passes sur certaines choses. Mais ma grand-mère a beaucoup été présente. Ça veut dire que mon père, quand je le voyais pas, ben, je sais que ma mère savait qu'elle pouvait me laisser chez ma grand-mère sans problème. Donc, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours été chez ma grand-mère. Ma grand-mère habitait à Besson, j'habitais à Sainte-Anne, mais ma mère travaillait sur Pointe-à-Pitre, donc elle pouvait me déposer. Même si je n'aimais pas rester dormir, mais je restais chez ma grand-mère. Je n'avais pas le choix de rester chez ma grand-mère. Et avec le temps, quand j'étais au lycée hôtelier, pareil, une fois que j'étais pas un élève, comme je t'ai dit, j'étais turbulent. Ma mère, des fois, on avait marre, donc direct chez mamie, il n'y a pas Internet, il n'y a pas machin, mamie, c'est carré. Donc j'allais chez ma grand-mère. Tous les matins, ma grand-mère, elle me fait le petit déjeuner, elle me fait son sandwich pour aller à l'école. À midi, hors de question que je mange à la cantine, il faut que mon père aille me récupérer ou que je prenne un bus, que je vienne manger. C'était comme ça. Ouais. Et en fait, ouais, ma grand-mère, ça a toujours été. Et en fait, avec le temps, c'est devenu de plus en plus fusionnel. De plus en plus fusionnel, je ne sais pas pourquoi, mais donc du coup, je suis devenu très très proche de ma grand-mère au point que je sortais de soirée des fois sur Jarry, il est 5 h du matin. Je sais qu'avant de rentrer chez moi, même si je sais que ma grand-mère va babiller parce que je suis bourré, mais je ne vais pas chez elle. Je ne peux pas ne pas passer. Je ne peux pas passer devant chez ma grand-mère. Je ne peux pas passer devant chez ma grand-mère et ne pas y aller. Je ne pouvais pas. Même si peu importe le truc, hein, c'est impossible pour moi. Ah ouais. C'était impossible pour moi. Ouais. Même si je sais qu'elle va me dire, oh là, sorti de Tiboun, aller là, ça, ou pas monter Sainte-Anne, aille dormir. Ouais. Mais je ne pouvais pas. Et je savais qu'elle était réveillée parce que ma grand-mère se réveillait à 4 h du matin. Tous les matins. Donc, au fur et à mesure du temps, ça a été comme ça. Et puis, sa maladie a fini de nous rapprocher énormément parce que j'ai dû l'accompagner. Tu vois, j'ai tout laissé ici pendant 6 mois. On est parti à Paris. Elle s'est battue, tu vois. J'ai dû faire des pieds et des mains avec l'hôpital et tout pour qu'elle puisse s'en sortir. Parce que, bon, voilà, la santé ici, bon, voilà, on sait ce que c'est. Et du coup, tout ça nous a rapprochés parce que ma grand-mère, ouais, elle est restée 4 mois à l'hôpital, 4 mois pratiquement à l'hôpital. Moi, j'étais à 1 heure et demie de là où elle était, à l'hôpital, parce que le logement que j'avais, c'était là. Et tous les jours, j'allais voir ma grand-mère. Tous les jours, en 4 mois. En 4 mois, je n'ai pas été 2 fois seulement. 2 fois, parce que la veille, j'étais là, je suis resté très tard. Quand je me suis réveillé, il était déjà 18-19 h avec les bouchons et tout. Je l'ai appelé, elle m'a dit, mais non, mais ni moun là, machin, Kevin demain. Et l'autre fois, je me rappelle plus, il y avait trop de monde, il y avait du monde de fou. Parce qu'il y avait tout le temps du monde près d'elle. Parce que c'est une internationale, comme je disais. Donc, ce jour-là, je l'appelle et tout. J'ai dit, ah, ok, ben, je te rappelle tout à l'heure. Je le rappelle encore vers 17 h, il y a encore plein. Moi, j'ai dit, mamie, c'est un jeu de la race, t'es posé quoi? Moi, il dit, maman, va viser, machin. Donc quand elle est sortie, pareil, j'ai pas voulu qu'elle revienne tout de suite en Guadeloupe. Je voulais qu'on commence la chimiothérapie en France parce que pour moi c'était beaucoup mieux, encadré pour elle. Du coup voilà, ça nous a beaucoup rapprochés et encore plus en fait que ce que j'étais et c'est là où je me suis rendu compte que en vrai, en fait il me restait qu'elle, en grand-parent, vraiment, et mon grand-père bien évidemment, mais c'était pas la même relation. C'est pas la même relation. Ma grand-mère, j'ai fait une bêtise. J'ai fait beaucoup de bêtises quand j'étais jeune. Bon, elle va babiller, mais derrière, elle va me dire oui, mais mamie ne veut pas faire ça parce que c'est mon petit ouais, la jole, qui j'ai mamie qui est trouvée, etc., etc. Donc, c'était quelqu'un qui m'a toujours protégé. Alors, même si j'écoutais mes parents, hein, mais ma grand-mère, c'est même pas que je l'écoutais, c'est que je ne voulais pas lui faire du mal. C'était surtout ça. Je me rappelle, j'allais acheter une moto. Quand j'ai eu mon premier contrat de travail et tout, j'avais pas de permis. J'avais déjà commandé la moto et tout, machin. Et je rentre, je dis à ma mère, j'informe ma mère, je suis déjà majeur, donc je l'informe que je vais acheter. Tu lui dis que. Je lui dis que voilà, j'ai commandé la dernière Dorso là, qui vient de sortir, machin, je dois la récupérer dans 1 semaine. Ouais. Elle m'a dit, mais non. Elle m'a dit, mais je lui ai dit, mais comment non? Comment tu me dis non? Rat travail, rat habiter en case, comment ça non? C'est comment? Ah non, ouais. J'ai dit, mais ok, ouais. Mais moi, j'ai ça va faire. Ouais. C'est-à-dire quand j'ai commandé une moto. Au niveau de la arrivée, voilà. Eh bien, ma mère a appelé ma grand-mère.
Ouais, donc, vous pas descendre ça, par contre. Et ma grand-mère m'appelle, elle me dit, descends, je de la misère, voir. Je dis, ouais, mamie, elle dit, on dit, en bizarre, voir. Je vais, elle me dit, bon, putain, si vous achetez une moto, pas venir à Casamance. Ah là là. Je dis, mais mamie, en moto. Il dit, attends, nous pas ni permis, putain. Et même si vous n'avez ni permis, si vous achetez une moto, pas venir à Casamance. Encore. Ben, c'est dit que tu sais, quand elle m'a dit ça, j'ai appelé le mec, j'ai appelé le commercial, j'ai dit, pour, tu m'as imaginé, mais ça, putain, bon, on a un petit problème là. Alors, la banque m'avait déjà en plus accordé les sous. On ne peut pas acheter moto là encore. J'étais tellement énervé, Cédric. 2 jours après, acheter une voiture. On va débuter une voiture. Ouais. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, maintenant, comme je te dis, j'ai des enfants, donc c'est parce qu'elle m'aimait. Des choses comme ça. Elle ne voulait pas que quelque chose m'arrive, elle ne voulait pas entendre qu'il m'est arrivé quelque chose. Et avec le temps, je me dis, mais heureusement qu'elle a fait toutes ces choses-là, parce que peut-être que je ne serais même plus là. Ouais. Tu vois, je ne serais même plus là. Et j'aurais pas vécu des moments que j'ai vécu, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, même si je veux encore aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais ouais, je peux que lui dire merci. Et tu es quel type de papa? Alors, moi, je suis le papa qui gronde beaucoup. Ah ouais? Qui gronde beaucoup. Qui gronde beaucoup parce que, alors, Qui gronde beaucoup, pourquoi? Parce que, alors, moi, j'ai une fille qui est comme moi. Ah! Mon fils qui est très calme, j'ai une fille qui est gaz. Elle est dure. Elle est dure. Ouais. Ouais, elle est dure. Et c'est ma mère rigole tout le temps, mes frères et sœurs aussi, parce que, en fait, c'est moi quand j'étais petit. Ouais. Donc, je gronde beaucoup. Par contre, je chéris beaucoup. Ça veut dire que j'aime, alors, ce que j'ai pas forcément eu de ma mère et mon père, pas parce que ils m'aimaient pas, mais parce que c'est pas dans la culture. Oui. Moi, mes enfants, tous les matins, ma fille, tous les matins, tous les après-midi, il faut que je la prenne, je l'embrasse, je dis papa t'aime. Alors que je peux l'avoir grondé là. Hein. 5 minutes. Oui. C'est à 5 minutes. Mais je ressens le besoin de dire à mon enfant, alors que je ne dis pas je t'aime aux gens. Hein. Ouais. Et je ressens le besoin de dire à ma fille tout le temps, papa t'aime, je veux pas que tu fasses des bêtises, etc. Donc, je suis le papa qui gronde énormément, mais qui dit beaucoup je t'aime, qui est beaucoup là et qui surtout, je refuse rien à mes enfants. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que dès que je vois un truc, même si c'est pas forcément les enfants qui vont vouloir, hein, mais moi, je vais me dire, quand j'étais petit, je voulais ça. Je vais acheter ça. Que ce soit pour ma fille ou pour moi, soit ma fille ou mon fils. Hein. Parce que j'ai aussi cette frustration de quand je voulais, peut-être que ma mère ne pouvait pas forcément me le donner, même si elle me donnait tout ce qu'elle pouvait. Hein. Mais si je vois un truc où mon enfant va me demander un truc, je vais lui dire non, Cédric, mais je vais l'acheter. Je ne vais pas lui donner tout de suite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple simple, mais il n'y a pas longtemps, ma fille m'a demandé du slime, mais je lui en avais déjà en acheté. Et je lui ai dit non. J'ai acheté une boîte. Quand même. Et c'est à la maison. Ouais. Et la dernière fois, elle écoutait, machin, et je lui ai donné un. Il y en a plusieurs dedans. Parce que j'ai pas envie non plus qu'ils grandissent avec ce ressenti où les autres ont et pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc du coup, je donne tout. Mais par contre, je rigole pas. Ça veut dire que je suis très carré. Ma mère, souvent, me reprend parce qu'elle me dit « Ouais, mais vous, t'es qu'à faire pire ou qui ça ?» Je lui dis « Oui, d'accord, mais c'est Timon en moi. » Et je trouve qu'on est arrivé dans une génération où c'est du n'importe quoi. Quand je vois des petits jeunes de 13 ans, 12 ans, qui fument, qui font un peu n'importe quoi, qui parlent à nos parents n'importe comment, qui sont dehors, il est minuit, 1h du matin, même 22h. Moi, je n'avais pas ça. Alors, j'étais au boulot, j'étais embêtant. Mais jusqu'à 15 ans, 16 ans, si ma maman m'a dit 22h, si à 22h, tu n'es pas chez elle, ok pour un coup. Hein. Et ok pour un coup, ma mère est haute comme toi, pas, mais ok pour un coup. Et ok, il qui relève, c'est attendre un bon moment de là avant de rentrer en casaille. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça manque beaucoup l'éducation. C'est plus comme avant. J'avais peur de ma grand-mère, j'avais peur de mon père. Maintenant, c'est la vie facile. Les petits jeunes, ils prennent de la drogue, ils vont pas, il n'y a pas de respect.
moi, avant, ou que bon billet, parce que, allez, j'ai bu des bières à 16, 17 ans, oui, c'est vrai, je vais pas me le cacher. Mais si ma mère avait su passer, même quelqu'un lui a dit, il veut au Cabon billet, mais tu me dis, ou sinon, c'est chez l'école. J'allais pas à l'école, je restais chez ma maman, dormir. Ouais. Mais aller à l'école pour que ma mère me dépose Cédric et ensuite rester devant le collège, jamais. Parce que j'avais peur de ma mère. Ma mère m'aurait tapé devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve que à l'heure actuelle, j'ai que 28 ans, mais cette génération-là et cette éducation-là manque. On te dit maintenant, tu as tapé ton enfant, machin. Mais je préfère gronder maintenant, taper si je dois taper, même si je n'aime pas ça, mais que dans 10 ans, 12 ans, soit j'ai une fille qui fait un peu n'importe quoi ou un garçon qui soit dans la rue. L'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que c'est pas parce que je fais ça qu'ils vont rien faire. Ouais. Mais je me dis, moi, malgré ils me s'arrêtent si moi, j'ai bêtises en fait. Donc, heureusement quand même que ils me s'arrêtent si moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, je suis un papa comme ça. Donc, très gâteau, très protecteur. Par contre, très, très protecteur. J'ai pas voulu que mes enfants aillent à la crèche parce qu'ils ne savaient pas encore parler. Même quand ils sont rentrés à l'école, j'étais très sceptique. Donc, très, très protecteur avec tout ce qui se passe dans le monde. Mes enfants, ils ont déjà été gardés que par mamie ou papy. Tu vois, à part, pourtant, voilà, j'ai toute ma famille qui est autour de moi, mais voilà, je suis très protecteur parce que des fois, pas forcément la famille, on ne sait pas ce qui peut se passer avec les autres personnes qui sont aux alentours. On ne sait pas, on ne connaît jamais vraiment les gens. Donc, du coup, par rapport à ça, voilà, encore aujourd'hui, justement, comme je te disais, j'ai eu un petit problème par rapport à notre rendez-vous, mais j'ai dû attendre que, voilà, qu'il y ait quelqu'un de disponible, que leur maman soit disponible ou ma mère pour m'assurer que voilà, parce que je suis comme ça. J'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à mes enfants et je suis très papa poule, on va dire. Voilà. Et tu es quel type de chef? Avec le temps, je m'assagis. Ok. Avant, quand j'étais pas chef, quand j'étais à l'Orchidea, même en tant que sous-chef et tout, j'étais beaucoup plus dur. Plus dur parce que j'ai appris de quelqu'un qui était dur avec moi. Donc, on rigole. Comme ils disaient, on rigole, on picole. On n'est pas des guignols. Ça veut dire qu'on peut rigoler là. On peut aller boire un coup ensemble. Le lendemain matin, on peut être bourré. Il y a un service à faire, on assure. On fait encore mieux que si on n'était pas sorti la veille. Donc, pour moi, c'est la rigueur. Et chef à domicile, du coup, ça fonctionne comment pour Dave? C'est quoi Dave Pakiri, entre guillemets, par rapport à un autre? Parce que bon, moi, je fais des comparaisons, bon, désolé. Mais comment c'est quoi l'expérience Dave Pakiri? Alors, l'expérience, déjà, c'est ma cuisine. C'est ma touche à moi, parce que chaque chef, pour moi, cuisine différemment. Après, moi, je ne dis pas que je suis ni meilleur qu'un autre, ni machin. Pour moi, la cuisine, c'est un partage. Simplement, moi, je sais que quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Ça veut dire que j'aime que les choses soient maîtrisées de A à Z. Alors, j'ai peut-être pas 50 000 prestations tous les mois, parce que aussi, bon, des fois, bon, on voit des messages sur les réseaux, mais je suis pas très réceptif, parce que je ne suis pas très réseau à la base. Mais dès que je prends une prestation, alors dès le moment où, avec le client, on a validé que je fais la prestation jusqu'au jour de la prestation et au lendemain, je veux que le client passe un bon moment. Je veux que, pour moi, c'est ma plus belle satisfaction, c'est quand je fais un dîner, un déjeuner ou un mariage, ou peu importe pour quelqu'un, et qu'on me dise « Ah ouais, waouh, merci. Merci, merci. » Quand les clients, il y a des clients qui ont pleuré ou des choses comme ça qui me... L'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien. Tout le monde aime l'argent. Mais je ne fais pas la cuisine pour l'argent. Alors, j'aime l'argent. J'aime beaucoup l'argent. Mais ce n'est pas la cuisine qui me rendra riche. Je ne pense pas, en tout cas. Je fais ça parce que j'aime le fait quand les gens me disent « Waouh, petit macor, bon. J'avais jamais mangé ça. Je mange pas ça, mais tu m'as fait manger ça. » Tu vois ce que je veux dire?
Tu vois ce que je veux dire, Cédric? Je confirme. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais. J'aime ça. Donc, c'est pas peut-être une autre. Je suis pas meilleur qu'un autre. J'ai juste ma cuisine à moi. Moi, ma cuisine, c'est ça, c'est travailler les produits d'ici, mais différemment, avec la petite touche forcément de mon chef, parce que je ne vais pas cracher dessus, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est ça, pour moi, et ça ne s'arrête pas juste à la cuisine. Pour moi, la touche Dave Pakiri, c'est une expérience. C'est d'où j'ai créé ma société Pakis Experience. C'est vraiment où je ne fais pas que du coup maintenant du domicile, je fais aussi des ateliers pour les comités d'entreprise, des choses comme ça, ou même des coffrets de fin d'année. Pour moi, c'est l'expérience Dave Pakiri. Ça ne s'arrête pas juste au fait qu'on aille manger quelque chose, mais le service, tout va avec les serveuses, le fait de ne pas faire trop de bruit en cuisine, le fait de, moi j'ai une devise, quand je pars de chez toi, il faut que ta cuisine soit plus propre que quand je suis venu. Je confirme. Tu vois ce que je veux dire? Confirme. Parce que... Bon, alors il y a quelque chose qui m'a marqué, puisque bon, on fait la confidence, moi ce qu'il dit, je valide à 1000%. Moi ce qui m'a marqué, c'est que j'ai déjà vu beaucoup de chefs, et je vois qui ont, comme toi ce soir, le tablier noir. Tablier noir. Et en regardant Dave Pakiri travailler, je le vois qu'en tablier blanc. Et ça, j'ai vu des grands chefs, hein. J'en ai vu, hein. Faut pas nommer de nom, j'en ai vu. Faire des grandes opérations, c'est bon ce qu'ils font, hein. Mais là, je me dis, et je t'ai même appelé en disant, mais Dave, il y a un problème là. Parce que je comprends pas. Je t'ai jamais vu blanc noir, pourquoi? Mais en fait, moi déjà, j'aime le blanc. J'aime le blanc. Pour moi, le blanc, c'est la pureté. Et c'est le fait d'être propre. Mais c'est ça. Et un tablier, c'est pas un torchon. Un torchon, c'est un torchon. Un tablier, c'est un tablier. Donc, en gros, ton tablier doit être propre. Alors oui, il va se salir un peu pendant le service. Mais il ne faut pas qu'il soit complètement dégueulasse. Il faut que quand même et surtout dans un service comme on fait de chef à domicile, tu te dois quand même d'avoir un service de qualité. Parce que si tu fais un service, mais que tu ne peux même pas aller voir les clients en salle, ça n'a aucun intérêt. Ils n'auraient pas pris un chef à domicile. Ils auraient commandé les trucs, ils se seraient réchauffés eux-mêmes. Ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est de faire quelque chose de bon et de passer un moment que la personne, ils vivent une expérience. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr. Le fait que tu sois propre, ça va avec le reste de ta cuisine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, nettoyer ton frigo, dater, mettre... même si tu peux avoir un petit labo, hein. Tu n'es pas obligé d'avoir une grande cuisine. Parce que des fois, tu as des gars qui ont des grandes cuisines qui font 20 mètres carrés, c'est pas propre. Tu vois ce que je veux dire? Mon labo n'est pas grand. Par contre, j'aime les choses propres. Même s'il est tout petit, mais il est propre. Mon frigo est bien rangé, mes températures sont bonnes. Il y a quelque chose qui est dedans qui n'est pas bon, on ne va pas essayer de le passer, non. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Pour une anecdote, une fois, il y a 3 ans, j'avais fait des foie gras pour la fin d'année, mais j'en avais commandé en plus. Et en fait, j'étais parti, j'ai eu un problème avec le congélateur. Il y avait un congélateur où j'avais 40 kilos de foie gras dedans. Le foie gras en lobe, qui n'est pas encore cuit. Et en fait, j'arrive, j'ouvre le frigo, je vois que... c'est pas bon. Le foie gras, le congélateur, il est frais. Tous les lobes sont décongelés. 40 kilos de foie gras à l'époque, on est à 70 € le kilo. Ok. 2008, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. À l'achat. Ok. À l'achat, on ne parle pas à la revente. Ok. À l'achat. Et là, je regarde le frigo, je tourne. C'est un aigri, hein. Quand je te mens pas, je suis énervé. Ma mère voit que je suis énervé. Et je prends tout, je jette. C'est pourquoi? Parce que c'est 3 000 € que je perds en achat, mais je refuse que quelqu'un mange quelque chose chez moi et tombe malade. S'il est tombé malade, mais ce n'est pas de ma faute, ça veut dire que peut-être qu'il a fait une intolérance, quelque chose comme ça. Ça peut arriver. Mais je ne peux pas le savoir et donner à la personne. Parce que les produits que je vends, c'est pour les gens que je connais. Ou même ceux que je ne connais pas, mais
c'est des clients potentiels. C'est un client qui fait un autre client, qui fait un autre client, qui fait un autre client, qui fait que tu as un petit réseau et tu n'as même pas besoin. Bon, maintenant, tout le monde est sur les réseaux. Moi, je ne te mens pas, cette année, j'ai pris une community manager, etc. Mais j'utilise même pas vraiment les réseaux sociaux, ça, on me le reproche tout le temps. Alors que j'aurais pu faire de très belles vidéos, des trucs avec l'IA, etc. Mais j'ai pas forcément l'utilité. Avec les clients que j'ai, j'arrive à bosser. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai tout jeté. J'ai tout jeté parce que, comme je te dis, pour moi, le plus important, c'est les gens, l'expérience qu'ils ont vécue avec moi. Je veux que quand les gens se disent, j'ai été manger chez des fakiris, c'était super bon. J'étais chef du nautique et tu vois, les gens, ils te disent ça. Il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée qui me dise, j'ai été manger quand tu étais là-bas, c'était incroyable. Parce que je ne me cache pas en cuisine. Ça veut dire que quand moi, j'ai fini un service, alors c'est vrai que des fois, au moins un quart des clients sont déjà partis parce qu'ils sont arrivés en début de service. Mais moi, chaque endroit où j'ai bossé, à la fin de service, je vais voir les clients en salle. Je ne me cache pas en cuisine. Ça n'a pas été, il n'y a pas de problème. Il faut me dire sur quoi ça n'a pas été pour que je puisse m'améliorer. Parce que si je ne veux pas prendre le retour des clients, si je ne sais pas que, si 10 clients me disent que les pâtes étaient trop salées, c'est que les pâtes étaient vraiment trop salées, c'est que ce jour-là, tu as mis trop de sel, ou que le jus de langouste que tu as mis était trop corsé. Mais si tu ne vas pas en salle pour le goûter, tu te dis que ouais, comme je suis chef, c'est bon, machin, etc. Mais comment tu vas avancer? Tu ne vas jamais avancer. Tu vas faire de l'à peu près. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire quelque chose que les gens soient contents, bons, les gens ne tombent pas malades, c'est pas grave. Tu as perdu les 3 000 euros, oui, c'est vrai, c'est embêtant de perdre 3 000 euros, c'est chiant. Mais imagine, je rends quelqu'un malade, cette personne-là, c'est quelqu'un de très procédurier. Ah, c'est beaucoup plus que 3 000 euros. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Même la réputation, une intoxication alimentaire, ça peut tuer quelqu'un. Tu imagines, tu tues la personne. Ça s'est passé d'ailleurs en France. Ils ont été dans un restaurant, en France ou ici, ils ont dit que la jeune fille était intolérante au lactose. Ils l'ont précisé plusieurs fois. On lui a quand même donné les choses avec du lait. Elle est morte, la petite fille. Tu te rends compte? C'est grave. C'est très grave parce que c'est la vie des gens, en fait. Les gens, ils viennent pour passer un bon moment. Tu imagines, tu vas au restaurant avec ta femme et tout, pour malade pendant 6 semaines. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je veux bien, il y a rogner, il y a certains qui veulent rogner, tu veux acheter du produit congelé, machin. Pas de problème. Fais, c'est ton choix. Moi, j'ai fait le choix de donner de la qualité. Donner de la qualité, je sais qu'un truc, dès qu'un truc est limite, non. On va pas essayer de le passer. On va pas le laver au vinaigre. Non. Ouais. Ah ouais, pas mis ça. Je perds, c'est pas grave. Mais ma mère dit souvent, si Sirin pas rempli barrière, si la plupart rempli barrière, pas Sirin rempli. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est clair. Ça m'intéresse pas de donner des choses qui sont pas bonnes aux gens. Je préfère jeter. Ça repart. Ah ben, l'année d'après, cette année, j'ai vendu plus de 100 kilos de foie gras. Okay. Parce que j'avais des gens qui connaissaient déjà le produit, qui sont maintenant dans des comités d'entreprise. J'ai proposé, ça a plu, j'ai fait des dégustations. Voilà. Donc, tu as perdu 40... c'était pas 40 kilos, c'était à peu près 30 kilos, mais au final, tu as gagné 100 kilos. 100 kilos derrière. Les gens sont contents, tout le monde est content. Tu as fait un truc, tout le monde est content, tout le monde te dit, j'ai vu ton coffret tel endroit, putain, c'était marqué des Fakiri, ma femme a aimé, machin. Les gens te rappellent, est-ce qu'on peut en avoir? Moi, c'est ça la satisfaction pour moi. C'est juste ça. L'argent vient aussi, j'aime l'argent. Mais la satisfaction du client, pour un chef, je pense que c'est encore plus satisfaisant que l'argent que tu touches derrière. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Dave? Avec le temps, je dirais la santé. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie l'année dernière, la santé. Tout simplement. La santé, le reste, je m'en occupe. Voilà. Alors, on arrive au moment où, comme je le dis chaque fois, j'appréhende un peu, parce que bon, voilà, il y a une carte qui est retournée à l'envers, on ne sait pas ce qu'elle a dessus. Donc, tu vas la retourner, tu vas nous montrer ce qu'elle a. Et il y a le petit coffret aussi. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir Equilibrium, vous nous envoyez un petit message en privé et on fera le reste, on s'en occupe. Alors, Dave, cette carte. C'est quoi? Moi, je sais pas ce que c'est quoi?
L'évolution. Ah, c'est beau. Ah, bah oui, ça te parle. Ça me parle parce que, bon, j'ai pas dit beaucoup de choses dans l'interview, mais je suis en pleine... Sérieux? Pleine évolution, ouais. Mais non, mais on aura un deuxième épisode avec Dave dans les prochains... Alors, il y a le petit livret. C'est déjà génial. Si tu as déjà des choses de prévues, c'est... Très choqué. C'est choqué. Ah ouais, tu es choqué. Ouais, parce que je te dis, on est vraiment dans ce moment. Je ne vous en dirai pas plus, mais... Ouais. Alors, voilà. L'enfant sur cette carte regarde un avion avec une forme d'envie. Cette carte vous indique de ne pas regarder le chemin avant de le parcourir. Ça te parle pour l'instant? Vous pouvez ainsi avoir des objectifs qui peuvent paraître irréalisables, mais rien ne dit qu'il en sera toujours ainsi. Ne doutez pas de votre potentiel et avancez pas après pas. Oui, caresser. Oui, bon, je vous donne, c'est pas moi, mais bon, c'est moi. Voilà. Ce tirage vous indique que votre vision est biaisée par le manque de confiance en vous. Les limites que vous vous fixez sont avant tout dans votre tête. Laissez le temps au temps, l'enfant grandira, évoluera et il se rendra compte que monter dans un avion sera loin d'être inaccessible. Il y a un temps pour tout et pour chaque chose. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, ainsi va la vie. Et élargissez donc le champ des possibilités dans votre tête. Il n'y a pas de montage, je vous dis. C'est joli. Bon. Ça te parle. Joli. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment. Non, mais je ne sais pas ce que c'est. L'évolution de Dave, je ne sais pas ce que c'est. Putain. Ah ouais. Voilà. Ben, c'est ça, Equilibrium. Écoutez, il y a des choses qui ne... Ça ne s'explique pas. Je suis vraiment... Ça ne s'explique pas. Voilà. Mais une carte tirée, il n'y a pas de montage dans les belles rencontres de Cédric Centime. La carte est à côté de lui. Ça tombe, on n'a pas parlé. Il y a 41 cartes. Je vous montre. Hein. Regardez, il y a 41 cartes différentes. Vous les voyez, les cartes, elles sont différentes. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dave. Merci à toi, Cédric. Moi, en tout cas, c'est un traiteur qu'il faut connaître absolument parce que ce qu'il y a avec Dave Pakiri, moi, c'est un ressenti de client depuis 3 ans maintenant. Mariage, anniversaire des parents et tout. Baptême. Ah ouais, il n'a jamais oublié. Baptême aussi. Mais ce qu'il y a de bien avec Dave, c'est que la tranquillité. Ouais. Moi, si je devais faire un témoignage ce soir, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que quand on est dans des organisations, on dépense de l'argent, on ne sait pas, ouais, on doit gérer ça, on doit gérer ça. Mais quand Dave Pakiri arrive, jusqu'à la fin, on est tranquille. On peut s'occuper des invités. La cuisine va être propre, le service va être fait. Et même, il fait plus que ce qu'il a proposé. Ben oui, des fois. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire connaître. Alors, attention, il y a d'autres chefs, bien entendu, hein, moi, voilà. Mais en tout cas, comme je suis fidèle dans mes affections, je suis Team Dave et ça ne va pas changer. Merci beaucoup, Timal. Merci, Cédric. À bientôt, à la prochaine. Yes. Mais voilà, c'était un nouvel épisode des Belles Rencontres. Un petit like, un abonnement, partagez. Tu t'abonnes hein, sur Bien les sûr, Belles Rencontres. direct. Voilà. Direct. Un like, un j'aime, ça nous aide à faire grandir et à faire émerger les beaux parcours en Guadeloupe. À la semaine prochaine.